Bonjour à tous, nous allons parler macro et investissement dans ce nouveau décryptage des marchés en compagnie de Nathalie Benatia, économiste chez BNP Paribas Asset Management, et Alain Dubrul, directeur de la gestion chez Claresco. Bonjour à tous deux. Bonjour. Alors, nous commençons comme d'habitude par la synthèse des indicateurs d'AGEAS Patrimoine. Plus un thème reçoit une note élevée, plus il revêt d'importance aux yeux des investisseurs. Les notes vont de 1 à 5. Peu de variations par rapport à notre dernière émission. Le thème de la croissance est relevé de 3 à 4. Il est donc au même niveau que la politique monétaire. Les investisseurs attachent, selon la synthèse d'AGEAS Patrimoine, davantage d'attention au thème des bénéfices par action, mais il reste, tout comme l'inflation, les matières premières, les devises, un thème secondaire par rapport à la croissance et à la politique monétaire. Alors, première question, est-ce que vous êtes d'accord avec les conclusions de cette synthèse ou pas? Nathalie? Oui, plutôt d'accord. Cette synthèse présente l'avantage d'avoir un tir assez groupé, ce qui provient qu'il y a de nombreux thèmes sur les marchés en ce moment. Et bien sûr, la croissance, je dirais, avec la politique commerciale est importante, la politique monétaire est tout autant. On peut déplorer de ne pas voir la politique budgétaire, peut-être, on pourra y revenir. Et en ce qui concerne les BPA, on s'achemine vers les premières publications de résultats, donc ça paraît assez logique. Même analyse de votre côté, Alain? Oui, en tout cas, sur l'évolution de tendance, oui, puisque donc une plus grande attention sur les BPA, c'est un petit peu normal, on se dirige vers les résultats trimestriels. Sur la croissance, c'est vraiment la véritable question, puisqu'après les coups de boutoir des hausses de tarifs douaniers, se pose vraiment la question de savoir si l'économie va un petit peu ou beaucoup ralentir suite à cela. Il ne s'est pas passé grand-chose pendant l'été, mais les derniers indicateurs, notamment l'ISM américain, enfin sur l'industrie, ça commence à devenir compliqué, et on note même parfois quelques contaminations jusqu'au niveau des services. Et puis, pour l'instant, les Américains promettent que, en théorie, les taxes doivent encore augmenter. Alors, ça va peut-être changer en fonction des discussions en cours, mais toujours est-il qu'il y a encore un risque d'aggravation. Donc, je crois que la question sur la croissance est fondamentale. Je suis plus étonné par la politique monétaire dans la mesure où, oui, elle est importante, mais en fait, ça y est, les banques centrales ont à peu près dit tout ce qu'il y avait à dire. Et je ne pense pas qu'on attende beaucoup de grandes nouvelles au cours des 2 prochains mois. Je pense que là, le paysage est à peu près figé. Peut-être que la politique monétaire demeure un thème prégnant, tout simplement parce qu'on a ce filet de sécurité qu'apportent les banques centrales et que ça conditionne tout de même la vision qu'on peut avoir de l'investissement, non? Alors, filet de sécurité, oui et non. Oui, parce que l'argent continue à être peu cher. Et abondant. Et abondant. Un peu moins pour 2 raisons. D'abord, parce qu'on a l'impression qu'au sein même des conseils de politique monétaire, que ce soit à la Fed ou à la Banque centrale européenne, il y a une certaine zizanie, des tensions en tout cas. Un élément important pour la Banque centrale européenne, bien sûr, ça va être le changement à sa tête le 1er novembre avec l'arrivée de Christine Lagarde. Et puis également, et ça c'est plus profond, filet de sécurité dans lequel les investisseurs ont finalement de moins en moins confiance. On a une sorte de scepticisme, qui s'installe aujourd'hui. Absolument. C'est également ce que vous ressentez? Alors effectivement, comme ça vient d'être dit, les dissensions internes, aussi bien d'ailleurs à la BCE qu'à la Fed, il y a toujours des discussions. Mais là, visiblement, certains s'en sont émus hors comité, ce qui est un petit peu nouveau. Donc, et puis également, Mario Draghi l'a dit, il y a un désir, en gros, que les banques centrales ont été un peu au bout de ce qu'elles pouvaient faire et que maintenant, ce serait plutôt aux États. Le relais soit pris budgétairement par les États. Une relance plus budgétaire que monétaire. Ce à quoi faisait allusion Nathalie tout à l'heure. Sachant que d'un point de vue monétaire, c'est vrai, on a déjà été vraiment très très loin et on voit que ça n'a plus beaucoup d'impact, car la réalité, c'est que même si l'argent est gratuit, on ne l'emprunte que si on a des projets. Et pour avoir des projets, il faut avoir des espérances. Et s'il n'y a pas d'espérance, il n'y a pas de projet, même si l'argent est gratuit. Il faut bien le rembourser à la fin. Justement, est-ce qu'on peut vraiment espérer un relais budgétaire? Mais écoutez, pour dramatiser, on pourrait dire que c'est notre seule chance, en dramatisant beaucoup. Pourquoi? Parce que oui, la politique économique avait traditionnellement 2 pans, c'est ce qu'on apprenait à l'école, la politique monétaire, la politique budgétaire. Depuis de nombreuses années, et tout particulièrement dans la zone euro, le volet budgétaire a été abandonné
à l'exception bien sûr de ce qui s'est passé pendant la grande crise financière, mais le volet budgétaire ne joue plus le même rôle. L'appel de Mario Draghi était très clair. Il a même insisté pendant la conférence de presse en relisant cette phrase et en disant j'espère que vous avez remarqué que ce n'est pas tout à fait la même formulation. Donc il y a un appel très très clair. Est-ce que les États vont s'en saisir ? Pour le moment, on ne peut pas dire qu'il y a un enthousiasme flagrant pour aller dans ce sens. Mais alors du coup, on a un ralentissement qui est tout de même notable. Vous avez parlé des indicateurs dans l'industrie qui, un peu partout dans le monde d'ailleurs, se dégradent. Alors en Europe, c'est assez significatif. Aux États-Unis, c'est aussi assez net. Mais pour revenir à l'Europe, est-ce qu'on peut éviter réellement la récession alors que justement l'hypothèse d'un recours au budget pour redonner un peu d'air a un peu de plomb dans l'aile? Alors déjà, on n'est pas vraiment en récession. Il faut voir que la situation de l'emploi est plutôt très bonne. Il y a quand même beaucoup de secteurs en fait, qui n'arrivent pas à employer dans certaines régions d'Europe. Donc on est plutôt capé en termes de croissance, mais on n'est pas non plus en décroissance. De toute façon, on sort d'une dizaine d'années où la croissance était molle. Enfin, moi, ce serait le mot que je garderais. En fait, c'est plus vraiment de récession, mais plus vraiment de grande croissance. Donc, on est plutôt dans une croissance molle. Ce qui provoque, je dirais, l'épaisseur du trait en ce moment, c'est les conséquences de la guerre commerciale. C'est que des pays comme l'Allemagne, qui sont très exportateurs, sont forcément plus touchés dans leur industrie que les autres pays, et donc il y a un effet de contamination. Mais au global, pour l'instant, il n'y a pas de récession. Et en même temps, il n'y a pas non plus de déséquilibre profond comme il y en avait en 2008-2009, qui ont en quelque sorte, où les subprimes par exemple aux États-Unis ont été une sorte de détonateur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on voit bien que ça va doucement, mais on ne voit pas non plus quel serait le détonateur qui ferait que tout d'un coup, les choses s'arrêteraient. À moins qu'effectivement, il y ait des taxations invraisemblables, genre l'aviation à 100%, ou une guerre commerciale qui serait complètement politique et plus du tout économique, mais on n'en est pas là aujourd'hui. Donc a priori, je ne suis pas trop inquiet de ce côté-là. Maintenant, en ce qui concerne la politique budgétaire, c'est vrai que quand on parle de ce sujet en venant de la France, on a toujours tendance à penser que la France est extrêmement laxiste et ne fait aucun effort. Et là, on a bien vu le gouvernement qui cède comme tous les autres et la France ne se réforme pas. Mais c'est vrai que si on regarde au niveau de l'Europe, en fait, le déficit budgétaire de la zone euro est plutôt... c'est beaucoup réduit. On est plutôt à 1,5%. La zone euro dans son ensemble est plutôt raisonnable, plutôt fait des efforts. Et l'Allemagne, qui est en fort excédent budgétaire, on a du mal à comprendre, donc, venant de France, que même tout en restant orthodoxe, il y aurait peut-être moyen d'en faire un peu plus. On pourrait lâcher du lest. On a attendu en septembre un fameux plan de relance, on avait parlé de 50 milliards, il a été annoncé, mais en réalité, ce n'est pas beaucoup de nouvelles dépenses, c'est plus du refléchage, et on ne sent pas qu'il y ait une véritable envie. Il y a une envie, effectivement, d'orienter l'investissement vers le renouvelable, et ça, c'est un vrai sujet, je pense, même pour toute l'Europe. Mais il n'y a pas une véritable envie de faire une relance au sens d'accélérer les choses. Et c'est ça qui reste décevant, et je trouve que les Allemands sont pour l'instant très prudents, trop prudents. Vous êtes déçus, mais pas alarmistes. Nathalie, également, la récession, pour vous, ce n'est pas encore un sujet ? Alors, pas un sujet, je ne sais pas, c'est toujours un sujet malheureusement, mais ce n'est pas notre scénario en tout cas. Le terme de croissance molle, oui, correspond à ce qu'on a en tête, et la question de la croissance molle, c'est on peut se demander si on ne va pas être obligé de s'y habituer, c'est-à-dire si les prochaines années, on ne continuera pas à avoir ces croissances un peu décevantes, des indicateurs un peu décevants, mais de l'emploi qui reste présent, un taux de chômage qui baisse graduellement. Et donc effectivement pas de déséquilibre profond, mais pas non plus, et c'est là que les politiques budgétaires devraient prendre un véritable relais, pas non plus d'accélération de la croissance potentielle. Et ça, si on veut une croissance potentielle plus élevée via des politiques budgétaires, ça veut dire qu'il faut faire des investissements, des dépenses structurelles. Ça peut être dans le renouvelable, mais c'est souvent effectivement des projets à très long terme. Ça peut être aussi dans l'éducation. L'OCDE, ça fait longtemps que l'OCDE met l'accent sur ces éléments. On peut imaginer des tas de solutions. Après, c'est leur mise en œuvre, parce que c'est vrai que du point de vue budgétaire, c'est plus gratifiant pour un gouvernement d'avoir des résultats à court terme, et dont on sait que ce n'est pas forcément ce qu'il y a de meilleur pour la suite dans des pays endettés. Alors, on va voir tout de même un peu ce que peut amener comme conclusion justement votre vision des choses, parce que, ok, vous écartez pour le moment le scénario de la récession, vous dites qu'on est dans un univers de croissance molle, Alain, mais pour les actions, ça implique quoi ? En fait, quand on parle de croissance molle, il faut reprendre les 10 dernières années.
on enlève 2009 et le rebond qui a suivi, mais en gros depuis 2011, à part 2017 où il y a eu un semblant de frémissement, une croissance au-dessus de 2%, en Europe on est entre 1 et 2%. Et on va probablement y rester parce que pour des raisons démographiques, le vieillissement de la population fait que le potentiel de croissance est moindre. Et par ailleurs, c'est plus un sentiment personnel, mais je crois qu'il y a un problème de formation auprès de beaucoup de gens qui font que les travailleurs, globalement, ne sont pas tous... Il y a beaucoup de professions qui n'arrivent pas à recruter parce qu'ils n'ont pas les gens compétents, alors qu'il y a d'autres professions où, en revanche, on dégraisse beaucoup, mais quelque part, on ne sait pas quoi faire de ces gens-là. Donc il y a une inadéquation. L'inadéquation a aussi un autre résultat négatif, c'est que ça ralentit les gains de productivité. Absolument. Et dans un univers de croissance molle, c'est tout de même embêtant. Alors c'est un vaste débat, mais je pense, dans un pays comme la France, c'est une ambition à 20 ans pour recréer un système d'éducation plus adapté, plus ambitieux. Je pense qu'il y a une baisse assez forte du niveau, des problèmes de motivation. On parle aussi d'une jeunesse qui passe 3 heures par jour sur les écrans à regarder des séries télé. Enfin, tout ça, ça finit par avoir un impact quand même sur la compétence et la motivation moyenne, qu'on constate en tout cas sur la croissance. Donc pour revenir sur un environnement où la croissance restera positive mais molle, in fine, c'est plutôt les entreprises qui ont un modèle de croissance pérenne avec des parts de marché fortes et une croissance régulière qui, à mon avis, devrait s'imposer. C'est finalement celles qui ont réussi dans les 10-15 dernières années. C'est des LVMH, c'est des sociétés de grande conso. Donc la croissance visible va continuer, selon vous, à surperformer ? Aujourd'hui, il y a un sujet en disant oui, c'est plutôt un secteur qui a plutôt bien marché. Enfin là, un petit peu moins parce qu'on a un espoir que les choses se débouclent. Mais quand on raisonne sur une plus longue période, en effet, je pense dans un environnement de taux faible, la croissance régulière, il ne sera pas du tout illégitime de la payer cher. Et aujourd'hui, quand on prend les secteurs dits défensifs, genre santé, agroalimentaire, etc., on est à 20-25 fois les résultats, pour schématiser. Dans l'environnement de taux négatifs et de croissance molle, il faut le dire, ce n'est pas cher. Alors après, est-ce que les cycliques qui sont à 10 fois sont pas assez chers ou pas ? Ça, c'est un sujet plus tactique. C'est effectivement Mais structurellement, vous estimez que cette croissance visible va continuer à se profitera, je pense, davantage aux défensifs. Facialement plus cher, mais dans cet univers, en fait, pour vous, ce n'est pas cher. Mais alors, ça suppose que les taux d'intérêt restent bas très très longtemps. C'est un scénario auquel vous adhérez également ? Alors, c'est un scénario auquel on est obligé d'adhérer, auquel on a été forcé d'adhérer parce que malheureusement, tous les économistes s'arrachent les cheveux devant leur modèle, qui nous disent que les taux sont trop bas, bien évidemment dans la zone euro où ils sont négatifs, que les taux sont trop bas, donc ça doit faire 2 ans maintenant qu'à chaque début d'année, on prévoit des taux plus élevés pour la fin de l'année. Ça fait 2 ans sur les prédictions. Qu'on n'y arrive pas, mais les économistes et les stratégistes présentent la particularité d'être têtus, donc nous restons sous-sensibles dans les poches obligataires de nos fonds diversifiés et dans nos fonds obligataires d'ailleurs, sous-sensibles parce que les taux nous paraissent vraiment trop bas au regard des fondamentaux. Bien sûr, il faut prendre en compte ces politiques quantitatives que la BCE remet sur le tapis, donc les tensions devraient être limitées, mais malgré tout, on n'imagine pas les taux être aussi bas ou encore plus bas dans quelques mois. Ça ne veut pas dire qu'on va avoir des taux élevés pour autant. Donc vous restez prudente sur les obligations, très bien. Concernant les actions, on a entendu l'analyse d'Alain. Est-ce que vous considérez que là encore, la croissance visible devrait surperformer. Et puis, géographiquement, en termes d'allocation, puisque c'est plutôt ça que vous regardez finalement, est-ce que l'Europe est une priorité ou c'est plutôt ailleurs qu'il faut regarder ? Alors, en ce qui concerne l'analyse sur les valeurs de croissance, nos spécialistes Action partagent ce point de vue. En termes de fonds diversifiés, nous, on a adopté depuis quelques mois maintenant, et j'allais dire, on a renforcé cette approche, une approche véritablement très tactique, très flexible. C'est-à-dire qu'on a notre scénario économique et on regarde aussi beaucoup des indicateurs qu'on pourrait qualifier de techniques. Et ça nous amène à prendre des positions opportunistes selon les variations des marchés. En ce moment, on aurait plutôt une vision de moyen terme, dirons-nous, neutre sur les marchés, avec l'idée sur faiblesse de renforcer un petit peu cette part action et de le faire plus volontiers sur les actions américaines en termes de différentiel dans le cycle de croissance,
de marge de manœuvre de la Fed malgré tout, qui a plus de marge de manœuvre que la BCE, et ça peut aussi compter compte tenu de l'état d'esprit des investisseurs, et donc c'est là-dessus qu'on reviendrait plus volontiers sur les actions, mais toujours très tactiquement. Voilà, c'est ça le message du tactique et du tactique, et plutôt aller chercher des idées du côté des États-Unis. Voilà. Alain, on a parlé de la dichotomie croissance-value, on l'a mentionné, mais il y a aussi un écart important aujourd'hui de performance entre small caps et large caps. Oui. Est-ce qu'aujourd'hui, les petites et moyennes capitalisations redeviennent attrayantes? Alors moi, je pense qu'elles le sont structurellement, donc forcément j'ai un biais. Mais quelque part, ce qui s'est passé depuis à peu près 18 mois, on est parti aussi d'une situation où les petites et moyennes étaient un petit peu surachetées, il faut le dire. Mais bon, on a une situation en fait aujourd'hui où, comme on le disait actuellement, il y a beaucoup de décisions qui sont plutôt prises par le haut. Est-ce qu'on va jouer l'Europe, on va jouer les États-Unis, on va jouer les défensives, on va jouer les cycliques. D'ailleurs, ce qui s'est passé depuis mi-août, il y a eu de forts mouvements de rotation sectorielle, mais globalement, si on regarde les flux vers les actions, ils sont nuls. Donc pour l'instant, ce ne sont que des réallocations internes, un peu brutales parce qu'il y avait des positionnements externes, et puis des gens, comme on vient de le dire, font de la tactique. Dans la tactique, ça consiste de changer souvent d'avis, mais en fait, on ne sait pas très bien où on va, au vu de l'environnement politico-géopolitique. Enfin, qui est capable de dire encore si à la fin octobre, on aura le Brexit ou pas? Et finalement, est-ce que les négociations commerciales vont avoir une issue? Ou est-ce que même s'il y a une issue, est-ce que 10 jours après, il ne va pas refaire un tweet? C'est extrêmement difficile à prévoir. Mais pour revenir sur les petites... Donc, dans le contexte actuel, il y a une grande incertitude. Donc, quand il y a l'incertitude, et pour être tactique, comme on vient de le dire, les investisseurs ont envie de pouvoir changer leur fusil d'épaule facilement. Et dans ce cadre-là, les petites et moyennes valeurs qui sont peu liquides nécessitent d'avoir une conviction plus qu'à un mois. Et donc, c'est difficile, effectivement, de faire des choix tactiques sur ces valeurs-là parce que, effectivement, si on veut s'en aller, on ne peut pas. Donc, pour l'instant, ce qu'on constate, et c'est purement technique, mais c'est depuis 18 mois, on a un flux de décollecte sur ces segments de marché qui sont étroits, peu liquides. Et donc, du coup, forcément, il y a une pression vendeuse qui fait que les performances sont mauvaises. Mais c'est un pur marché de flux, ça l'a toujours été. Alors, en effet, moi, ce qui me frappe, c'est que quand je regarde, en tout cas les entreprises dans lesquelles je suis investi dans les fonds petites et moyennes valeurs, en termes de valorisation, il n'y a pas de gros écart par rapport aux actions de grande capitalisation. Bon, même si il faut retraiter en fonction des secteurs, mais il n'y a pas de gros écart de valorisation. La seule différence, c'est que dans l'ensemble, à valorisation égale, ces entreprises ont des perspectives de croissance, de mon point de vue, selon mes décisions, nettement supérieures. Donc, à l'instant T, il n'y a pas de grosse différence, mais si la croissance molle se poursuit et que le temps se passe, la sous-valorisation deviendra de plus en plus visible. Et on peut à horizon 12-24 mois. Et puis, si les flux reviennent, après, ça pourra même s'amplifier dans l'autre sens. Mais donc, pour l'instant, je pense clairement qu'elles sont en territoire sous-valorisé. Maintenant, est-ce que c'est le moment d'arriver tout de suite ou est-ce qu'il faut encore attendre un peu? Difficile à dire parce que ça reste un marché de flux. Mais disons, les acheter aujourd'hui pour dans une optique 3-4 ans, aucun problème. En tout cas, on a entendu le message que vous avez émis l'un et l'autre, c'est que vous ne croyez pas au scénario de la récession. Merci à tous les deux.